Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Daniel. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Je suis comme toujours ravie de te retrouver pour ce rendez-vous mensuel. Daniel, aujourd'hui, quelles sont les surprises que tu nous réserves? On attend avec impatience de voir ce que nous réserve l'épisode 14 déjà de Voyage dans les échos. On va commencer par l'actualité. Toutes mes pensées pour le peuple parisien et francilien qui souffre un tout petit peu des Olympiades, parce que tout est sens dessus dessous. Je voulais aller tranquillement au studio, mais il a fallu que je prenne d'arrache-pied parce que je viens de la rive gauche pour passer en dessous de la Seine, qui est prise d'assaut. Et puis les gens qui souffrent simplement de la chaleur, alors en ce moment ça tape bien. Alors, ça fait 13 fois qu'on consacre une chronique horaire à ce métier particulier qui me fait voyager. Et puis, bon, la dernière fois, j'avais pris un petit peu de recul, je m'étais dit, mais t'es quoi? T'es au départ médecin. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un médecin, de très très loin? Eh bien, c'est le patient. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va parler de ces patients qui n'ont pas jusque-là été trop mentionnés, c'est-à-dire que c'est resté un petit peu en filigrane. C'est vrai, c'est intéressant de parler des patients puisque ce sont des êtres humains. Donc C'est le but de notre voilà, vie, hein. c'est ça. Alors, mais c'est vrai que j'étais gêné de le faire parce que, bon, on va pas utiliser de nom. Tout est confidentiel, hein, c'est Oui, de manière anonyme. complètement anonyme, Mm. oui. Et puis, il faut aussi que l'histoire soit plutôt agréable à écouter parce qu'il y a des histoires tellement tristes que j'ai même pas je veux pas en parler quoi Mm. pour ne pas attrister parce que forcément on fait pas ce métier impunément. Les choses se passent très généralement bien, parfois même très bien et puis parfois ça se passe moins gentiment. D'accord, alors on va partir sur les histoires qui se terminent bien, comme dans les films hollywoodiens, pour pas nous saper le moral, Daniel. Oui, oui, Voilà. oui, voilà, voilà. Parce que c'est vrai que ah, y en a qui font de la musique, qui vendent des confiseries, qui rendent la vie belle. Nous, on arrive quand la vie justement est menacée. Alors c'est vrai qu'au départ, les gens viennent pas nous voir, tiens, on va aller voir le médecin aujourd'hui. Allez. Donc, il faut avoir cette réalité bien ancrée. Et alors, on va parler déjà de quel est le bon, quel est le terme, patientèle. C'est pas un mot tellement heureux. Quels sont les patients que je suis amené à voir, qu'on est amené à voir dans ce type de métier? Là, je parle du rapatriement sanitaire. D'accord. C'est-à-dire, les patients qu'on a dans notre service de réanimation, c'est une chose. Dans les congrès, on voit pas de patients. Dans des rapatriements, on découvre un patient. Et là j'ai pris une note. Pour une fois, j'ai pris quelques notes parce que faut pas trop improviser. D'accord. On a affaire à des patients qui se retrouvent quelque part dans le monde avec un problème qui quand même est assez sévère puisqu'il touche les organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, les poumons, le cerveau, le système circulatoire d'une façon générale, foie, rein, tous ces organes précieux qui nous maintiennent en vie. Et il s'agit de patients qui ont eu un gros problème quelque part et que je dois ramener dans un autre endroit de la planète, soit parce qu'ils seront mieux soignés, soit simplement parce qu'ils ne sont pas du tout dans leur pays euh, original, ils sont loin de leur famille, loin d'une médecine plus traditionnelle, et ça aussi, ça fait partie du profil un petit peu humanitaire de ces missions. Et alors, ces patients, donc, le régulateur, le médecin qui m'appelle, me parle du cas, me décrit
les antécédents, qu'est-ce qui s'est passé, où en sommes-nous, et pourquoi le rapatriement. Parfois il s'agit d'aller, je ne me répète pas, pour essayer d'améliorer les choses. Et je rencontre ces patients dans leur hôpital. Ils sont souvent avec leur famille ou une partie de la famille qui est restée à être avec eux. Et j'ai souvent la surprise de voir que quand j'arrive, ils se sentent déjà sauvés. Ils sont tellement heureux. Ah, vous êtes le médecin. Bon, moi je leur signale que j'ai encore rien fait du tout et que le plus gros a été fait déjà par mes collègues que je ne connais pas mais que je vais rencontrer. Je vais discuter avec les médecins locaux. Mais c'est vrai que ça leur donne cette impression que ça y est, ils sont à la porte du salut et que tout va très bien se passer, ce qui est le cas. Alors je les vois, je les examine. Plus exactement, je pose la toute première question. Excusez-moi, avez-vous votre passeport? Et si la réponse est oui, je leur dis je veux le voir. Parce que pas de passeport égale pas de voyage. Donc c'est vraiment le plus important de tout. Et j'ai eu des gags malgré cette question. Parce que parfois les patients ont deux passeports, dont le bon qui est sur eux et le mauvais qui est resté en soute. Donc il peut y avoir des gags dans tous les sens. Ou alors le patient dit je n'ai pas mon passeport, mais ma femme doit me l'amener demain matin quand vous allez me prendre. Et là il y a un peu de suspense. Ah oui. Bon, je procède à l'examen du patient avec mes mains, mes oreilles, mes yeux au départ, et bien sûr mon échographe, puisque ça me permet de voir au lit tout de suite que le terrain est clair, clear, on dirait en langage militaire, c'est-à-dire déminé. Et les mines, ce que j'appelle les mines, c'est un petit peu outrancier, c'est par exemple une thrombose veineuse, flottante. Il m'est arrivé de voir que le patient avait dans une veine, une grosse veine qui va vers le cœur, une thrombose, c'est-à-dire un caillot, on peut dire ça aussi, parce que là, je vais voir le médecin local et je lui dis, hey, votre patient, si on le prend, on va le prendre sur la route, la thrombose va se détacher. Et si elle ne se détache pas sur la route, ça va être au moment du décollage de l'avion avec toutes les vibrations, et c'est pas agréable du tout. Et ça peut même s'arrêter brutalement. Donc il m'est déjà arrivé de dire on ne peut pas transporter le patient tel qu'il est. Parce qu'il va bien, et là je parle de l'embolie pulmonaire. Par définition, le patient va bien, il discute, et puis à un moment, brutalement, il dit oh, ça va pas très bien, je me sens pas bien du tout. Et le patient, devant vos yeux, se décompense, et là, tout peut arriver, notamment l'arrêt cardiaque. Donc, avec mon examen physique, mais surtout mon échographe bien aimé, voilà, je défriche ce terrain. Et du reste, depuis 25 ans que je fais ce travail, je vois de moins en moins ce cas de figure, parce que l'échographie se démocratise, et on ne tombe plus, dans la majorité des pays, sur ce genre de gag. Je dis gag, c'est pas un terme très scientifique, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai que ça arrive de moins en moins, parce que voilà, les services sont équipés. Et ces patients-là, on peut discuter avec eux. C'est-à-dire, on les prend en charge, on va en ambulance à l'aéroport, on va dans le salon, puis dans l'avion. S'ils sont aptes à supporter le vol assis, ça se passe en classe affaires. Et là, ils ont un médecin à côté d'eux, avec qui ils peuvent discuter pendant 10 heures, 15 heures, 20 heures. Contrairement aux médecins que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on voit dans son cabinet qui vous prend 5 minutes. Alors juste, j'avais une question. C'était pour savoir, donc en ce qui concerne ces rapatriements sanitaires, ce sont des patients qui sont ici en France ou qui sont un peu partout dans le monde et qui voyagent avec toi dans d'autres pays où les conditions médicales sont plus adaptées à leur cas. C'est des personnes qui sont en France ou non? C'est toi qui te déplaces vers le patient qui peut être n'importe où dans le monde. C'est ça, c'est-à-dire que je déplace le patient avec mon matériel, évidemment. Sans matériel, un trompettiste ne peut que siffloter. Et je les
transporte d'un point du globe à un autre point. D'accord. Là, j'avais raconté la mission de Santiago du Chili où j'étais parti de Paris à Madrid, puis Santiago. J'ai pris la patiente que j'ai amenée sous la planète jusqu'en Australie. Donc ça peut aller partout. D'accord. Les autres patients, c'est-à-dire les patients que je qualifierais de très lourds, parce que les premiers sortent quand même de quelque chose d'important, hein, crise cardiaque, des choses comme ça. Les patients plus lourds peuvent être carrément sous ventilation artificielle. Et là, c'est une autre logique, hein, c'est-à-dire qu'on est en équipe avec tout le matériel, un avion sanitaire quand la distance le permet, ou sinon un avion commercial, Air France, etc., avec des places, les 9 places arrière qui sont transformées en cabines spéciales dans lesquelles le patient est en civière. Et là, bien sûr, on ne peut pas discuter, mais parfois il y a la famille, donc on parle avec la famille. Et là, je parlais des patients somatiques. C'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire ceux qui ont un problème au niveau d'un organe vital. Il y a un deuxième groupe de patients qui font, j'ai calculé quelque chose comme 15%, ce sont les patients psychiques, psychiatriques. C'est-à-dire, on me dit, Daniel, est-ce que tu peux ramener une bouffée délirante aiguë qui est là en Argentine ou au Pérou, au Rwanda, qu'il faudrait ramener dans sa structure de base où il est attendu parce qu'il est très connu. Et là, c'est la mission psychiatrique. Je ne suis pas psychiatre, hein. Mais ces patients-là ont besoin d'un médecin qui peut les calmer ou même les neutraliser s'ils commencent à faire du souk, notamment dans l'avion. Et j'ai dans ma valise de quoi les endormir. Et une fois qu'on les a endormis, il faut les garder sous la main. Oui. Parce qu'un médecin qui n'est pas formé, il aura peut-être la seringue pour endormir le patient qui va tomber dans le coma, inhaler le contenu de l'estomac qui va aller dans les poumons et il peut mourir. Donc il faut le réanimateur pour ça. C'est une structure un peu illogique au départ, mais qui se tient parfaitement. Et avec cela, je peux parler librement et on peut même discuter. J'ai souvent des bons contacts avec eux et elles parce que c'est un monde un petit peu imaginaire, hein, une bouffée délirante aiguë. La personne peut voir des choses qui n'existent pas. Je rentre gentiment dans leur jeu parce que je ne suis pas là pour les guérir complètement. Je suis là pour que la mission se passe gentiment. On en parlera peut-être si le temps nous le permet. Et donc, je répète que je ne peux raconter que les missions les plus souriantes. Alors, j'ai pris mes... Comme ça, là, je suis allé dans mon dossier où je mets les choses essentielles. C'est dans un ordinateur, donc ça ne prend pas de place, ça n'alourdit pas mon ordinateur. Et je vois des dossiers qui défilent, on va en regarder quelques-uns. Alors, juste avant, j'avais une autre question, je voulais savoir par rapport à justement ces différentes missions, ça paraît quand même être des missions assez coûteuses qui finance justement ces rapatriements. Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est pris en charge de ce point de vue-là? Je pense que ça pourrait interroger les auditeurs d'en savoir plus. Alors, je pourrais répondre, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. D'accord. D'où ça vient. Mais évidemment, ta question est plus que pertinente. Alors, qui paye? Je pense a priori que c'est nous. D'accord. Parce que ça passe il faut soit une compagnie d'assurance qui a des millions d'abonnés et de temps en temps des gens qui ont des problèmes, ce qui fait que ça marche en interne. C'est-à-dire qu'on pompe l'argent qui vient des millions d'abonnés et ça permet d'accomplir ça. Et sinon, il y a des accords entre pays qui permettent de gérer le problème, ce qui fait que là, ça devient un argent plus public. D'accord. Merci pour la réponse. Mais je suis pas très bon dans ce domaine. Hein. Okay. Je préfère toujours à Jason Statham, que certaines personnes connaissent. Il est transporteur. Oui.
Il ne peut pas savoir ce qu'il transporte, il n'a pas le droit de le savoir, il doit transporter. J'exagère un tout petit peu. Et là, je vais commencer par quelque chose d'un peu coloré, un petit peu en rapport avec la chaleur. On va faire un petit voyage du côté de Lomé. C'est en Afrique centrale. Et on m'avait demandé d'aller prendre un monsieur qui avait fait un gros accident qui s'apparentait à un syndrome de Guillain-Barré. Ça parle pas à beaucoup de monde. C'est une gentille maladie neurologique et d'origine infectieuse qui fait que on ressent une faiblesse des pieds puis des jambes. Les mains commencent à être aussi un petit peu maladroites et ça évolue et la personne se retrouve incapable de bouger ses jambes, ses membres supérieurs et donc la personne doit être assistée bien sûr, mais surtout si la maladie évolue et va jusqu'au diaphragme, le muscle entre le thorax et l'abdomen, et ben là, il ne peut plus respirer. Et donc c'est une maladie qui est une urgence extrême. Le traitement est assez simple, ventilation assistée. Et lui, c'est ce qu'il commençait à avoir. Et comme il était à Lomé, je crois que c'est le Togo, hein, Lomé. J'ai brutalement un doute. Mais petite vérification. Oui. Et donc ce monsieur qui avait une 55 d'années, on m'a dit voilà, tu l'attends, tu vas à l'aéroport de Lomé, tu restes à l'aéroport parce qu'il sera là sur place. Donc tu le prends juste, tu n'as pas besoin de visa. Et donc on me donne tous les détails. Il s'appelle Philippe. Alors je garde le nom sous le coude. Et donc je prends mon avion tranquillement de Roissy. Et je débarque, une fois arrivé à Lomé, de l'avion. Et je sors et un officier de police me dit vous avez votre visa? Je lui réponds non, je reste à l'aéroport, je vais juste chercher un patient. Et il commence à me regarder. Il me dit mais il faut un visa. Je lui dis mais je sors pas, je reste. Je suis médecin, regardez, c'est mon matériel médical, regardez ma carte de médecin. Et la situation devient tendue, elle se bloque. Il dit, mais je ne veux pas le savoir, tout le monde doit avoir un visa pour aller à Lomé. Et je devenais un petit peu désespéré, je vais éteindre cette chose, je suis désolé, on est entre nous. Là c'est pas une mission en Argentine. Très belle sonnerie en tout cas, ça fait une belle musique de fond. C'est du Astor Piazzolla. Ah, on aime bien. D'accord. Voilà. Et je coupe le son, je suis désolé, d'habitude j'y pense. Et la chaleur, elle fait faire parfois des petits oublis. Alors, je suis donc avec ce patient que je n'ai pas encore vu. Et je commence à devenir nerveux, ce qui est une erreur. Il ne faut pas. Et je lui dis à l'officier, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et il commence à me regarder. Et il me dit, vous avez peut-être une idée? Alors, je le regarde, je lui dis, attendez, vous voulez quand même pas que je vous donne des sous? Et il me dit, écoutez, vous travaillez, je crois. Vous êtes docteur? Oui, en plus, oui. Le vieux cliché, vous êtes docteur, donc vous en avez trop. Ça, c'est vieux cliché qui concerne sûrement des médecins installés en ville et qui font des métiers lucratifs. Et je réfléchis, je me dis, il y a un bonhomme qui est peut-être à quelques mètres de nous, peut-être qu'il est là derrière ce mur, mais avec des circuits qui font qu'il n'est pas encore dans le circuit qui va sur le monde. Et je sors un billet de 20, je dis, voilà, ça va aller, là, c'est bon. Il continue de me regarder, et il me dit, c'est pas beaucoup. C'est authentique, hein, authentique. C'est un vrai sketch. Carrément. Oui. Et moi, logiquement, j'aurais dû appeler la police en leur disant, hey, regardez ce qui se passe, sauf que c'était lui la police. Ah. Et
je me disais, Daniel, il y a un monsieur qui peut-être commence à avoir du mal à respirer, je sais pas. Bon, je replonge ma main dans la poche. Bon, j'avais un billet de 50. Je lui dis, voilà, c'est bon là? Il me répond, c'est bon si vous le dites avec le cœur. Alors, je lui ai dit avec le cœur, ou je ne sais pas de quoi j'avais l'air, et hop, je suis passé. Alors, je fonce, je fais le circuit qui permet de sortir de l'aéroport, où effectivement j'aurais pu me cacher dans la jungle, voilà, c'est la logique. Il y a une toute petite logique. Et je retourne de l'autre côté dans le circuit des passagers. Euh, J'avais mon ticket, évidemment, ma carte d'embarquement, et haletant, je tombe sur mon patient qui était sur un fauteuil roulant, bien sûr, avec un ambulancier, voilà, qui l'aidait. Et bon, je vois qu'il était vivant et qu'il était plutôt content de me voir, donc ça allait à peu près. À part la terrible angoisse de se retrouver paralysé des quatre membres à l'autre bout du monde, euh, qu'on peut imaginer. Voilà. Et voilà, donc ça c'est juste une mission amusante. Je m'étais dit, ça il faut que tu en parles à ton directeur médical parce que c'est quand même un petit peu spécial. Et bon Dieu, j'ai jamais eu l'occasion, quoi, parce que quand on se voit, on parle d'autre chose, on se voit rarement. Et donc c'est une affaire qui m'est restée. Voilà, c'est les pertes et profits de ce métier sûrement. Bah, il entendra peut-être cette chronique, qui sait. Il a Voilà. pris sa retraite à Tahiti. D'accord. Et s'il est branché sur ici et maintenant, bah, je lui dis salut Daniel, il s'appelle comme moi. Voilà, tu as pu entendre cette histoire plutôt croquignolesque. Une autre fois, je transporte une dame. On peut faire une petite pause musicale si tu veux, Daniel. Une petite pause. Une petite pause histoire de prendre une petite gorgée d'eau et on se retrouve juste après. Sur Radio Ici et Maintenant, nous poursuivons Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein que vous retrouvez tous les derniers mardis du mois à partir de 17h30 et c'est parti pour entendre eh bien, la prochaine aventure avec une patiente cette fois, n'est-ce pas? Voilà, donc je l'ai fait dans l'ordre. Alors donc il s'agissait d'une... Alors je vais l'appeler Marie. C'est un prénom composé, mais je donne pas son prénom en entier. On me dit, voilà Daniel, il y a une dame qui est hospitalisée en Grèce. Elle est à Athènes, ça va passer, ça va passer. C'est ma fille avec tous des familles. Et je suis non-fumeur. Elle a fait un takotsubo. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas japonais. Ça veut dire un piège à pieuvre. Takotsubo. Et c'est parce que le ventricule gauche prend une forme qui ressemble un petit peu à ce piège. Donc c'est une anomalie qu'on ne connaît pas très très bien, mais qui est très à la mode. Et donc voilà, donc il faut que je prenne du matériel adapté, c'est-à-dire pour pouvoir intervenir sur le plan cardiaque. Et on me dit, alors attention parce qu'elle elle est du showbiz, c'est la sœur de, voilà, et puis elle est connue et sa famille est très très connue, tout le monde connaît. Et effectivement, voilà, c'est des gens qui nous sont très familiers. Je le raconte parce que ça va être important dans la suite. Je la rencontre dans sa chambre d'hôpital. Ça va, ça a l'air d'aller. Et je passe une petite nuit à Athènes. Je fais quelques petites courses, un dîner à la Belle Étoile. Et le lendemain, je fais ma mission. Nous montons le salon, l'avion qui décolle. Et on papote de tout et d'autres choses. Donc elle est dans le showbiz, elle a une carrière qui est un petit peu discrète, mais très près d'elle, il y a des gens illustres qui travaillent. Et tout va bien, et l'avion fend les airs gentiment. À un moment, elle me dit là, ça va pas,
ça va pas là. Et je lui dis, quoi qui va pas? Là, je vais pas, je vais pas bien, ça va pas. Je lui dis, c'est-à-dire, euh, je pars. Je lui dis, où ça? Euh, Ça va pas du tout, je pars là, je vais mourir. Comme ça, là, brûle pour point. Quand on fait le métier que je fais, la personne qui dit je vais mourir a parfois raison. C'est-à-dire qu'elle peut, pour une raison précise, se sentir mourir. Si on fait une hémorragie interne, on perd son sang, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on va mourir, et c'est parce que c'est ce qui va arriver. Quand on fait une embolie pulmonaire, quand le cœur se met à faire des ratés. Et petit à petit, et ça peut être aussi la simple crise d'angoisse des familles. C'est-à-dire, pas mal de gens connaissent ça, c'est-à-dire on a vraiment l'impression que tout dans le corps bouillonne, et c'est ce qu'on appelle la crise d'angoisse qui ne nécessite aucun traitement particulier, juste un accompagnement, point. Mais on ne le sait pas au départ, on ne sait pas ce que c'est. Et donc on est obligé de miser sur la chose la plus risquée. Et je considère la petite taille, c'était un Airbus, mais je suis avec ma patiente sur des sièges. C'est un petit vol, hein, de Athènes jusqu'à Paris, donc la place fait horriblement défaut. Et donc la chef de cabine arrive, et puis on essaye de faire un petit peu de place, un passager qui était de l'autre côté est amené dans un autre endroit. Je peux ouvrir ma valise médicale. Là, je commence à sortir les choses. Le saturomètre ne donne pas de chiffre de saturation. Saturation d'oxygène, maintenant, depuis la pandémie, c'est bien connu. Le tensiomètre, dans cet avion qui précisément se met à avoir des turbulences, ne fonctionne pas. Le kit oxygène qu'on me donne ne marche pas non plus. C'est un kit, je ne rentre pas dans les détails, ce serait un petit peu long. Je remplace tout de suite le kit d'oxygène par un extracteur d'oxygène que j'emporte avec moi, qui est une machine qui pèse, qui a un volume tout à fait raisonnable. Elle concentre l'oxygène, et donc déjà je lui en donne pour commencer. Ça, c'est une base. Je vérifie qu'elle a un pouls, je l'allonge, on surélève les jambes, et pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du thorax. Le stéthoscope, l'auscultation, elle ne sert à rien. Il y a les moteurs, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que je sors? Mon échographe. Et mes travaux scientifiques, qui, là, sont d'une utilité vitale. C'est-à-dire que comment j'aurais fait? On peut voir que la saturation est mauvaise, mais avec l'échographie, je vois tout de suite qu'elle n'avait pas un œdème pulmonaire ou un pneumothorax. Je regarde au niveau des jambes, je vais très vite, c'est un peu outré, mais je ne vois pas de thrombose veineuse. Je me dis, ça ne ressemble pas à une embolie pulmonaire, mais ça va quand même pas bien du tout. Le pouls est très rapide, et peut-être de plus en plus rapide. Je ne sais pas s'il va s'arrêter de grimper ou pas. Je vois la patiente, je vois les gens autour de moi, je ne les vois pas. Ça, ils ne sont plus dans mon monde. Je vois surtout 3 visages de gens très très connus, là au tribunal avec moi au rang des accusés, et le juge qui est en train de faire mon réquisitoire. Je voyais ça, c'est-à-dire vraiment le drame noir. Et je prépare le défibrillateur. Je le prépare même, j'ai été argumenté pour ça. J'avais dit au responsable du matériel, je ne pouvais pas prendre de risque, il fallait vraiment que je ne perde pas une seconde à retirer les pastilles, à les coller. Donc j'ai ouvert le matériel, voilà, ça coûte quelques sous. Au final, petit à petit,
La situation était médiocre mais stable, c'est-à-dire qu'elle battait à 125, 130 mais pas plus. Ça restait stable et j'avais demandé une escorte médicale. Et bon, on a atterri, on a fait une halte à l'infirmerie de Roissy. Et puis finalement, bon, les choses rentraient dans l'ordre petit à petit. Donc, au total, pour simplifier, on peut estampiller ça, crise d'angoisse. Mais après tout, après coup. Et moi, j'ai perdu quelques années de vie, beaucoup de sueur et de... Enfin, ça, c'est des moments où on est complètement face au patient, face à ses responsabilités. Les gens autour de moi, je les ai complètement ignorés. Bon, un monsieur derrière, une fois qu'on était descendu et que ça s'était un peu stabilisé, m'avait dit, dites donc, vous maîtrisez votre métier, hein, c'est bien, quand j'ai vu travailler, vous êtes un grand professionnel. Moi, j'avais pas eu cette impression intérieurement. J'avais l'impression que j'aurais voulu être ailleurs. Bon, eh oui. Et elle a été admise à Cochin, finalement. Je me souviens, j'étais rentré à pied, je pesais plus rien, j'étais soulagé. Le pire avait été évité, et ensuite j'ai eu des nouvelles comme quoi ça allait plutôt pas mal, et que voilà, quoi, c'est une forte personnalité qui a comme ça, quand elle a des crises, elle les a pas à moitié. Bon, voici un dossier qui était quand même assez sympathique et qui m'arrive aussi, on peut décliner ça sur mes 456 missions dernières. C'est arrivé d'autres formes, mais là c'était vraiment assez caricatural, y compris le côté people, médiatique. J'ai une dame, son prénom est Sang, c'est la première partie de son prénom. Oui, elle est d'origine coréenne. Et elle était sur un paquebot. Donc c'est gros un paquebot. Hein. Je sais pas, 1500 personnes. Et hop, elle avait sauté dans l'eau, initialement. On avait réussi à la repêcher. Et je me retrouve avec cette patiente. Donc les poumons n'avaient pas trop souffert. Donc nous voilà avec une patiente de type psychiatrique. Et je la prends en charge. Enfin, je vois d'abord la dame qui s'occupait d'elle, le médecin. C'était donc à Rhodes, qui était... qui avait je cherche son âge à peu près. C'est pas très important, mais j'étais dans son bureau et elle m'a posé la question. Quel âge vous me donnez, docteur? Je réponds jamais à ces questions. Et là, je lui ai répondu, vous savez, je suis venu pour m'occuper de la jeune femme. J'en sais rien. Je suis désolé. Et cette mission était fragile parce que cette dame pouvait décompenser à un moment ou à un autre et rendre la mission un peu insupportable. Je vois qu'il me manque des documents, un fit to fly. Le fit to fly, ça veut dire apte à voler. C'est un document qui est signé avec un tampon et qui est décerné par l'hôpital qui s'est occupé de la patiente et qui dit elle peut voler. Donc la responsabilité de la compagnie aérienne est allégée. Je m'aperçois que je n'ai pas ce fit to fly. Bon. Et on va arriver au niveau des autorités. Alors qu'est-ce que je fais? Mais il ne faut pas le répéter. Hein. Je demande à tout le monde. Que dis-tu? Ça reste entre nous. Ah, il faut que ça reste entre nous tous. Oui, voilà. Parce que nous sommes une communauté. Hein. Ça restera entre nous. Je sors ma valise précieuse, ma valise médicale, où il y a quelques documents qui ne prennent pas beaucoup de place. Il y a des fit to fly vierges. Je prends ma main, mon stylo, mon écriture, je note son nom, je signe. Il y a déjà un tampon. Ben voilà. Donc ils avaient leur fit to fly, ils étaient contents. Ni vu ni connu. Et ce détail peut mettre la mission en échec. Donc j'ai dû faire ça un petit peu discrètement. Et bon, ben voilà, donc ce qui fait que cette pauvre jeune femme, qui est quand même
spéciale, quoi. Elle parlait avec moi, elle était elle parlait beaucoup. Bon, on parlait, mais quelqu'un qui se jette d'un paquebot, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Voilà, ça c'est. Donc je me souviens de ces documents que j'avais remplis ventre à terre avant d'arriver sur les autorités. C'est bien d'y avoir pensé, d'avoir quelques exemplaires vierges de ces papiers-là. Ben, ce qu'il faut, c'est considérer que les autorités ne connaissent pas tellement ces choses, et du moment qu'ils voient un document avec une signature en bas, soit ils sont naïfs et ils pensent que ça y est, c'est le document, soit ils sont pas bêtes, mais ils se disent, c'est plus moi qui suis responsable. Voilà. Et qui est responsable finalement du patient? Depuis le temps que je fais ce métier, je devrais le savoir. Alors j'ai cru comprendre que c'était moi, quoi, le médecin qui est attitré à faire cette mission, mais il paraît que c'est le commandant de bord. Ah oui, aussi. Voilà, donc c'est pas si simple, si simple. Ben, lui, sa mission, c'est d'assurer la survie et la sécurité de tous ses passagers, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Alors, je suis jamais tombé sur le problème d'une façon aiguë et douloureuse, mais pour moi, la question reste ouverte. On va faire une petite pause de quelques secondes. Et nous continuons. Daniel, tu as le micro. Voilà. Oui, Morgane, tu me disais très justement que la dame People de tout à l'heure, voilà, il faut dire que un médecin, quand il est face à un patient qui fait un arrêt cardiaque, on est dans le pire des cas. C'est le médecin meurt entre guillemets avec le patient. Et là, en plus de ce drame absolu, il y a le côté médiatique, c'est-à-dire la France entière qui fait connaissance avec ce médecin. Donc, comme je te disais brièvement, à éviter. À éviter dans tous les cas. Je pense à cette Josette, à présent, qui était sur une plage paradisiaque avec son mari, au bord de la mer. Ça se passait en décembre, c'était en 2004. Et en Thaïlande, à un moment, arrive le tsunami que tout le monde connaît, et son mari et elle se retrouvaient balayés, emportés à des centaines de mètres par cette vague qui a fait tellement de victimes. Et elle s'était retrouvée, une fois que les choses s'étaient un petit peu calmées, premièrement vivante, et deuxièmement avec son mari une dizaine de mètres, vivant lui aussi. Donc déjà c'est une histoire, elle a dit, c'est vraiment, c'était divin ça. Évidemment, qu'est-ce qui tue dans un tsunami? C'est l'homme, les constructions humaines. Dans un tremblement de terre, les animaux dans la forêt, ils s'accrochent, ils ne meurent pas pour autant. Pourquoi est-ce qu'on meurt, nous? C'est parce que les maisons s'écroulent. C'est parce que des gigantesques des tables en bois sont projetées, on leur rentre dedans, elles nous assomment, c'est tout ce qui est construction humaine. Et elle avait reçu donc je ne sais pas quoi, qui avait fracturé des os des côtes, et le poumon était crevé. Donc pneumothorax, et on avait affrété tout un Airbus qui, de la tête aux pieds, avait été organisé pour recevoir une vingtaine de civières et des places pour des passagers à l'avant. Donc l'avant était normal et l'arrière était transformé en avion hôpital. Et donc je m'étais occupé de cette dame, c'est-à-dire que j'avais la charge de cette dame. Quand il fallait un petit morceau de sparadrap, c'était la croix et la bannière, parce qu'il fallait aller à l'endroit où il y avait le petit sparadrap de rien du tout. Et il fallait ces petites opérations pouvaient prendre 10 bonnes minutes. Quelqu'un du métier va me dire, Daniel, le sparadrap, tu dois l'avoir avec toi. Puisque, et c'est ce que je fais entre parenthèses, mais parce que ça c'est un défaut que les jeunes ont sûrement, l'accessoire le plus important, celui qu'on utilise
de très loin le plus, c'est un rouleau de sparadrap. Parce qu'on fixe les objets, c'est comme une troisième main. Mais tout est compliqué quand on est dans un avion comme ça qui n'est pas fait pour. Et elle était là et on s'était bien occupé d'elle puisqu'il y avait une équipe infirmière, il y avait d'autres patients qui étaient assez lourds, très lourds. Et donc on a ramené tout ce petit monde en faisant quelques escales à partir de Bangkok. À Paris. Jusqu'à certains patients sortaient dans leur pays. On a sorti par exemple une jeune italienne. Ah, ça a été horrible. Elle allait pas trop mal. Et on s'est arrêté à... Comment s'appelle cette ville du sud de la Sicile Bref, si c'était pas Catania, c'était... Bon, ça va me revenir, on s'arrête et peu importe. Euh, sur le tarmac de cet aéroport. Et moi j'étais là, donc on la descend. Je faisais ma mission, hein, tranquille. Et elle était particulièrement, elle allait bien quoi. Et arrive brutalement sur le tarmac une demi-douzaine, un petit peu plus, euh, de, de gens de sa famille qu'on avait autorisé à arriver. Et quand ils et elles l'avaient vu, ils avaient pressé le pas, ils avaient couru et tout le monde s'était euh, précipité, était autour d'elle. Et puis ça a été le... Tout le monde s'est mis à pleurer, y compris la patiente elle-même, de voir toute cette famille. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, parce qu'il y a eu tellement de victimes. Bon, il peut se passer des choses qu'on ne sait pas forcément. Et voilà, quoi, il n'y a rien de plus communicatif que le rire, sauf que là, bon, c'était pas le rire. Donc, j'ai continué ma mission, voilà, j'y suis arrivé. Et donc, la dame au pneumothorax était, c'était quand même une épreuve, voilà, quoi, on est en plein dans l'humain, là. Et la dame avait gardé des contacts avec nous, parce qu'elle avait dit, mais vous m'avez sauvé la vie, hein. Et puis bon, moi, je lui disais, vous savez, déjà les médecins sur place ont fait le diagnostic, vous ont installé un drain entre deux côtes, vous en sauvez la vie, et nous on a continué le travail. Et voilà, donc les patients, l'avion s'allégeait petit à petit. Je me souviens. C'était le même avion qui faisait des arrêts. Voilà, donc il s'allégeait au fur et à mesure des stops. À un moment, le commandant de bord nous avait souhaité une bonne année, parce que je suppose qu'à l'endroit où on était, sur le globe terrestre, il était minuit, et donc il nous avait encouragé, il nous avait souhaité une bonne année. Voilà, et donc cette dame a été amenée à bien du côté de chez elle. Voilà, voilà, donc dans le sud de la France. Et voilà, elle a bien récupéré. Donc eux n'ont pas eu trop de dégâts. Ça, c'est pneumothorax. Quand on le répare, c'est rien du tout. Quand ça arrive au niveau des deux poumons, là, il y a danger de mort dans les minutes. Et ça, c'était la très charmante Josette qui avait beaucoup d'énergie, mais on sentait qu'elle était plus qu'énergique, mais elle luttait quand même contre une hospitalisation qui affaiblit forcément, et un poumon qui quand même avait souffert. Hein. Là, je tombe sur Monsieur Pierre. Alors lui, on l'avait amené de Marseille jusqu'à Paris. C'est une mission particulière. En avion ou en train? En jet privé. Jet privé. Ce monsieur était entre la 10e et la 15e fortune de France. Voilà. Donc on arrive le chercher dans une espèce de château somptueux. On finit par le ramener dans un bel immeuble du 16e arrondissement, dans lequel il y a eu un drame absolu. Il était très algique. Et quand quelqu'un est très très algique, c'est-à-dire a mal un petit peu partout, il avait 90 ans passés et bien passés. Il fallait le monter
dans son 6e étage. Là, on a une vue magnifique sur tout Paris, sauf qu'il ne pouvait pas entrer dans l'ascenseur, sauf que l'escalier était en colimaçon sans stop jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'était pas trop possible. Et donc, et il faut, voilà, on a des problèmes comme ça qui sont complètement ergonomiques et médicaux, puisqu'il ne faut pas que le patient souffre. Et il faut résoudre des problèmes comme ça fait partie du métier. Et c'est un monsieur qu'on ne connaît pas forcément. Le nom m'était étranger, mais ce qu'il fait, c'est que tout le monde l'utilise tous les jours. C'est vraiment un des noms les plus familiers qu'on a dans notre monde. Et sa femme nous avait offert des livres où il raconte son ascension, son trait de génie initial, pour combler un vide dont personne s'était aperçu. Suspense, on ne saura pas de quoi il s'agit. Je peux pas dire les noms, Oui. quoi. C'est pas, il n'y a pas de suspense, on le saura jamais. Mais voilà, j'étais avec une infirmière dont c'était la première mission de ce type, c'est-à-dire évacuation sanitaire, avec tout le matériel. Et donc, elle avait été aidée, c'est-à-dire qu'il y avait le responsable du matériel qui avait préparé la mission, j'étais là, et donc on s'en était bien sorti, mais du début jusqu'à la fin, ça avait été vraiment très pénible. Entre le château et la route, il y avait un chemin de terre. Alors l'ambulance, c'était pas terrible pour quelqu'un qui souffre et à qui on ne peut donner que des médicaments légers entre guillemets. Si on le bombarde de morphine, il tombe dans le coma. Et une consigne était de ne pas le mettre sous ventilation artificielle. Voilà. J'ai dernièrement, voilà, c'était le mois. Non, non, c'était le, le, le même mois que la terrible mission en avril. Un petit peu avant, j'étais à. Comment s'appelle cette ville du sud du Portugal? Faro, peut-être? Faro. Dans laquelle j'ai rencontré le PDG d'une des maisons les plus familières qui soit, et qui lui était assez valide. On a bien discuté, il m'a raconté sa vie, comment il a fait pour être PDG de ça, et lui avait été amené sans trop d'encombre, avec finalement dans son hôpital de terminaison, une belle chambre, bien comme il faut, avec du matériel, voilà, quoi. Vous voyez, vous êtes bien entouré, à part vous-même, puisqu'il y avait son nom qui était bien en vue. Et voilà, il m'avait. Donc là, il était très actif pour parler, il m'a raconté toute la vie de cette société. Il avait été PDG, ensuite il y a eu des remaniements, il y a eu la mondialisation, il y a eu mille et une choses, j'ai appris plein de petites choses. Je peux raconter des missions où... Ah, celle-là est pas mal. On me dit, Daniel, tu vas transporter un monsieur qui a une embolie pulmonaire, Yann, qui est... comment ça s'appelle? Qui est négociateur, qui ouvre des portes par effraction et qui est formateur au tir. Je dis, négociateur, et tu vas à Djibouti. Je dis, mais une seconde. Djibouti, c'est l'armée, c'est la base militaire, c'est pour ça que j'ai pris des notes, c'est la BA-188, la base aérienne, qui contient quelque chose, il paraît qu'il y a 55 rafales sur cette base, à Djibouti. Bon, et je leur dis, mais avec tous ces avions, c'est moi qui le transporte en vol commercial, c'est un peu bizarre, c'est normal? On m'a dit, oui, c'est comme ça, leurs structures ne permettent pas de rapatrier quelqu'un qui a un problème médical, donc c'est sur nous que ça retombe. Donc j'accomplis la mission, hein, je suis là pour faire mon travail, et je tombe sur un géant qui touchait presque le plafond, et qui m'a raconté un petit peu sa vie, et comment ça se passe quand on doit ouvrir une porte par effraction après avoir essayé de négocier,
et quand la porte s'ouvre brutalement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas qui il y a derrière. Et je lui ai dit, c'est pas mal comme métier quand même, ça. Vous le vivez bien Il m'a dit, on est dans sa mission, on fait le boulot. Bon, qu'est-ce que vous faisiez à Djibouti? Je formais les militaires au tir et à quelques... Enfin, globalement. Bon. Et alors, me voilà donc dans cette base aérienne qui, donc, quand l'avion s'était posé à Djibouti, bah, on a fait quelques mètres avec la Jeep. Et bon, moi je lui avais fait l'échographie et j'avais l'impression que c'était plus une pneumonie qu'une embolie pulmonaire. C'est pas la même maladie, c'est pas le même traitement. J'avais dit, est-ce qu'il y a moyen de voir le scanner qui montre l'embolie? Est-ce que je peux le voir moi-même à la loupe? J'ai pas eu ce droit. Mais à mon avis, c'était une pneumonie. Glissons parce que ça c'est un détail. Me voilà dans cette base. Puis une petite faim. C'est humain. Il était midi. On me dit, bah, allez au Top Gun. On dit, un restaurant qui s'appelle comme ça. Donc, je me balade à travers le BA 188 et j'arrive au Top Gun. Je prends une pizza au fromage. Il y avait une armée de chats autour de moi qui étaient assez contents de pouvoir... Non, je confonds. Il y avait un chat qui était très content de partager avec moi, mais surtout, dès que je tournais le dos, c'était les corbeaux qui arrivaient, et puis j'avais découpé ma pizza, mais ils attrapaient des parts entières. Bon, allez, on a partagé. Et une fois rassasié, je rentre à l'infirmerie, là où on m'avait laissé. Et là, il y a une jeep qui arrive à ma portée, qui me disent, mais qui êtes-vous? J'ai dit, bah, je suis le médecin de... Voilà, on m'a demandé de transporter un patient. Le gars prend son téléphone. On a un civil là avec nous, dans la base. Ok, on bouge pas, on reste avec lui. Bon, ils me disent, restez là. Et puis une autre Jeep est arrivée et j'ai failli avoir des ennuis à me retrouver coffré parce que j'avais rien à chercher dans une base aérienne. Surtout qu'à un moment, on connaît mon intérêt pour l'aviation, oui. On était juste à côté de la base et j'entendais les avions qui décollaient. Puis j'avais marché un petit peu et puis je les avais vus et puis les gens me disaient mais qui êtes-vous? Je n'étais pas en tenue et puis à un moment ça a failli mal se terminer. Et je ne vais pas raconter le reste de cette histoire. Si ce n'est que, oui, à un moment, j'ai pu discuter avec les médecins dans l'infirmerie, qui m'ont dit, ah, mais c'est Liechtenstein, mais c'est pas vous qui développez l'échographie. Je leur dis, bah, si, c'est moi, ouais, j'ai mon appareil là. Et on avait passé quelques minutes en attendant que la mission commence. Je leur avais fait des diagrammes sur un tableau noir. On avait travaillé un petit peu. Moi, je trouvais ça très sympathique. Il est possible qu'on puisse peut-être faire une autre chronique avec les aventures, enfin les échanges et les expériences avec les patients, non? Bah, on peut, parce que je regarde l'heure, on est à 5 minutes de la fin de la chronique. Donc, il reste encore d'autres histoires alors? Là, j'ai épluché des dossiers 456 à 424. Ah oui. Donc, il faut que je sélectionne. on en fera certainement une autre. Parce que c'était vraiment très intéressant, je trouve, d'entendre ces témoignages-là avec les différents patients. C'est important d'en parler aussi. Ces jours-ci, j'ai téléphoné à une dame pour savoir ce que devenait sa fille que j'avais récupérée à Miami et que j'avais amenée jusqu'à Marseille, qui s'appelle Victoire. Et voilà, et de temps en temps, j'ai des informations, c'est-à-dire un suivi, et il faudra absolument que je parle de Wassim, parce que ça sort de l'ordinaire. Hein. Du début jusqu'à la fin. Mais oui, on pourra garder ça pour une prochaine.
prochaine. Ça, on a Mais je vois hâte. toutes les rubriques que je devrais faire. Comme ça, je fais dans mon carnet, je mets les idées. Et il faudra se débrouiller pour incorporer les choses comme il faut. Je ne sais pas si tu as des... Il nous reste 5 bonnes minutes Oui, là. bien sûr. Si tu as des questions ou des commentaires. Pas de questions, c'était surtout par rapport aux premières questions que j'ai posées et j'ai eu la réponse. Mais pour l'instant, je n'ai pas de questions. Non. Est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose, une conclusion que toi-même tu avais envie de partager avec les auditeurs? Alors, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Oui, il y a une phrase qui résume notre métier et que j'entends assez souvent de la part des vieux. Hein. Les jeunes, ils découvrent le métier, ils disent oh là là, j'ai une petite galère là. Et puis on le regarde et on lui dit ouais, bah, t'en auras d'autres. Hein. Et il n'y a pas une mission qui ressemble à une autre. D'abord, on est dans l'opérationnel, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que la mission est préparée à partir d'un QG et on ne voit pas les choses. Par exemple, la fortune de France, on n'a pas vu qu'il y avait un immeuble, un 6e étage avec un escalier en colimaçon sans stop qui rendait l'acheminement impossible par force humaine. Euh, on ne voit pas des routes qui peuvent transformer la mission en chose dangereuse. Par exemple, ce monsieur, on m'a dit, tu vas le... Oh, j'ai le temps. Tu vas le chercher, tu vas à Dubrovnik. J'ai dit, ah, Dubrovnik, quelle belle ville. Et le patient est à Loviste. Bon, donc, à côté. Et une fois que je descends de Dubrovnik, je m'aperçois que le patient est à 2 heures et demie. C'est pas à côté. Que je multiplie par 2. Et donc, j'ai dit, euh, là, ça va quand même être pas facile. Et je suis allé le voir, enfin le prendre, avec une route de montagne. La Croatie, c'est un pays montagneux. Je commençais presque à être malade quand je suis arrivé à Lovište, qui est une espèce de petit paradis. Et, et donc, je prends connaissance du monsieur, on le monte dans l'ambulance, et on fait exactement le même chemin, juste dans l'autre sens, mais avec exactement les mêmes lacets. Ils n'avaient pas construit une autoroute droite entre-temps, et le patient n'allait pas bien. Il avait fait une crise cardiaque. Et moi, j'allais pas bien du tout. Donc on était tous les deux à pas aller bien. Et lui, parce qu'il commençait à aller mal, moi parce que j'avais 2 heures et demie déjà dans les pattes. Ah oui. Et donc ça, c'est l'opérationnel, c'est-à-dire il n'y a que nous qui voyons la difficulté de la mission sur le terrain. Et donc, il y a tellement d'éléments qui font une mission que entre le moment où on m'appelle pour faire la mission, on me présente le patient, et le moment où j'ai ramené le patient à l'endroit où il était attendu et je me retrouve avec l'équipe d'ambulance, c'est terminé. Il peut se passer plein de choses. Et encore, je dis une bêtise parce que, il faut que je raconte ça. Parfois, l'aventure ne se termine pas une fois qu'on a ramené le patient. Et je raconterai une histoire croquignolesque où j'ai simplement failli laisser la vie. Hein. Oui, oui, c'est... Non, 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 pas aujourd'hui. Ça, il faut là. Un peu de. Suspense. Cela, c'est un Préparer vrai les choses. suspense. Voilà, ça, je vais le noter. D'accord. Euh, Pour la prochaine fois, alors, c'est promis. voilà, parce qu'il faut libérer le micro là. Eh bien, la prochaine fois, je rappelle la date. Le dernier mardi du mois d'août, ce sera le 27 août, le mardi 27 août 2024. Et voilà. Merci beaucoup, Daniel, encore pour ce voyage qu'on a fait avec toi à travers tes aventures et tes histoires toujours aussi captivantes les unes que les autres. Donc, merci aussi aux auditeurs et auditrices pour leur écoute et pour leur fidélité.
Daniel, un dernier mot? Et merci d'avoir supporté cette ambiance des Jeux Olympiques et puis cette canicule pour les pauvres qui n'ont pas pu être protégés de cette canicule. Et merci d'être venu jusqu'au studio avec ce temps et aussi les difficultés qu'il y a, comme tu dis, avec les JO pour assurer notre rendez-vous mensuel. Merci à toi aussi, Daniel. C'est toujours un grand moment de partage, donc le plaisir est grand. Rendez-vous bien le mois prochain. C'est prêt. À bientôt, au revoir.